Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Luc Legris qui vient nous parler du SAPA, c'est le soutien aux personnes en perte d'autonomie. On va avoir plus tard à l'émission notre invitée Catherine Lachance qui, elle, vient nous parler d'une recherche des corridors vers l'exclusion dans les services de première ligne en santé mentale. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, le sujet sera gaucher et droitier. Tout ça dans le menu de cette semaine de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec DJ Champion et la chanson s'intitule Family Situation. Bienvenue à Folie douce. Folie douce à 25 ans. En chiffres, ça représente plus de 700 émissions, plus de 800 participants, chroniqueurs et spécialistes démystifiant la santé mentale. Plus de 1500 thématiques et facettes abordées et tout ça lors des 25 années de diffusion à Radio Centre-Ville. J'accueille maintenant mon invité qui est Luc Legris. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas la première fois que tu viens nous voir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. On va parler avec toi d'un service qu'on connaît moins, en fait, le soutien aux personnes en perte d'autonomie. Ouais. Quand on parle de santé mentale, évidemment, parce que tu es le directeur adjoint au SAPA, qui est ce service-là, donc attaché au CIUS de l'Est de Montréal. Ouais. Tu as occupé plusieurs fonctions dans le domaine de la santé mentale, auprès du CIUS, dans le temps, auprès de l'Institut universitaire. Ouais. Donc, comment tu pourrais nous présenter le service, puis on va évidemment élaborer sur la question des gens en perte d'autonomie, là. En fait, ce qu'il faut dire, le SAPA, c'est quand même une très grosse direction clinique parce qu'on sait que la population vieillit. Ouais. Il y a deux grandes sections. C'est tous les services de soutien à domicile. Puis juste pour vous donner à peu près une idée de la hauteur, on soutient à domicile à peu près 10 000 personnes dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et il y a tous les services de CHSLD. Dans le CIUS, il y a 15 CHSLD qui sont sous la responsabilité du CIUS. Puis c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, il y a tout le volet de la santé mentale qu'on va retrouver autant des gens qui sont à domicile, des gens aussi qui se retrouvent en fin de parcours dans les CHSLD. Donc, c'est sûr que ce qu'on travaille au niveau du volet de santé mentale, on va parler du continuum, ça veut dire de l'ensemble des services qui touchent la personne âgée aux prises avec un problème de santé mentale. C'est peut-être moins connu, je dirais. Est-ce que ce sont des gens qui avaient déjà peut-être un suivi dans le milieu, dans le système de santé? Ou C'est une bonne question, en fait, parce qu'on pourrait dire qu'il y a deux grandes classes ou deux grands profils. Tu as les gens qui ont connu au cours de leur vie un problème de santé mentale et qui vont être vieillissantes. Et tu as les personnes qui vont connaître pour un premier épisode de problème de santé mentale avec le vieillissement. Donc, il y a ces deux grandes classes-là, je te dirais. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut expliquer aux gens au niveau de la santé mentale? On a souvent parlé de la santé mentale des personnes du troisième âge, les personnes âgées, mais là, on parle de soutien aux personnes en perte d'autonomie qui peuvent aussi être des jeunes, mais comment on peut définir peut-être, est-ce qu'il y a un modèle ou est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un genre de portrait qu'on peut dresser sur... En fait, ce qui est particulier avec la personne âgée, peut-être contrairement à ce qu'on va retrouver chez le jeune, l'adolescent ou l'adulte, là, c'est qu'en vieillissant, ça se complexifie un peu plus. C'est sûr qu'on parle de la perte d'autonomie, mais elle peut être associée à plein de choses, entre autres à des problèmes de santé physique. Et aussi, puis on observe de plus en plus de situations de cas de démence, de troubles cognitifs, d'Alzheimer, qui est plus connu en termes. Et c'est sûr que là, ça se complexifie parce que si se surajoute une difficulté de problème de santé mentale, il faut être capable au niveau des services de bien évaluer pour être capable d'avoir est-ce qu'il y a une dimension de la santé physique qui joue dans la problématique? Y a-t-il une dimension peut-être de début de démence de type Alzheimer? Ou non, ça pourrait être juste aussi une problématique associée à la santé mentale. Donc, ça prend des expertises assez de pointe pour être capable d'accompagner la personne âgée dans cette difficulté, puis être capable de, je dirais, s'y retrouver à l'intérieur de cette complexité-là. Puis c'est sûr que la perte d'autonomie peut être associée à la fois à un problème de santé physique
un problème de santé mentale et aussi, on l'observe beaucoup au niveau du début de démence. Donc, la perte, par exemple, de la capacité de mémoire peut jouer sur la capacité d'autonomie de la personne à être dans son appartement. Donc, c'est toutes ces composantes-là qui fait en sorte, on pourrait dire, un peu la spécialité du volet santé mentale, personnes âgées et perte d'autonomie. Oui, c'est un service que toi, t'avais pas vraiment travaillé avec cette clientèle-là, je pense, avant. Tu as eu toutes sortes d'expériences intéressantes, mais comment tu trouves ça? Est-ce que tu trouves que il y a des défis? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes, j'imagine, de ce que tu as vu avant? Ben, faut dire qu'en fait, j'avais travaillé auparavant au niveau du suicide chez les personnes âgées, mais il y a plusieurs années. C'est comme je retrouvais un petit peu la clientèle que je m'occupais auparavant. Le défi rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure parce que le vieillissement amène une multitude de problématiques et c'est pas toujours facile de pouvoir dépister rapidement à quoi on a affaire en termes de diagnostic. Je dirais que c'est le plus grand défi parce que la perte d'autonomie peut être associée à plein de choses, mais la compréhension des symptômes, une difficulté de sommeil peut être associée à beaucoup plus de choses, je dirais, que pour un adulte là, qui n'est pas à cet âge-là. Et une fois que vous avez comme un portrait plus simple ou un diagnostic, entre guillemets, quelle sorte de service vous amenez? Parce que vous avez, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont soit en CHSLD, donc ça ressemble à quoi, disons? En fait, le principe de base qu'on se donne, c'est de maintenir les gens à domicile aussi longtemps qu'on va être capable. Puis je dirais en ce moment, partout au Québec, mais il y a beaucoup d'investissements qui se font dans le soutien à domicile pour être capable de garder les gens dans leur famille, avec leurs proches et tout ça. Ce qui amène quand même une difficulté en termes organisationnels de pouvoir avoir les équipes, les bonnes expertises au bon moment, être capable de faire les bonnes évaluations au bon moment aussi, puis de pouvoir offrir les services pour garder les gens à domicile le plus longtemps possible. Ça prend des intervenants qui vont garder un suivi avec la personne ou comment vous procédez? Oui, infirmières, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, puis dépendamment des situations, quand on a besoin de services un peu plus spécialisés. Dans le CIUS de l'Est, on a la chance d'avoir le programme de la gérontopsychiatrie, qui est la spécialité de la psychiatrie pour la personne âgée. Donc, des expertises de pointe. Puis, on a un beau projet d'hôpital à domicile. Donc, on a la possibilité, maintenant que ce projet-là, depuis 2 ans, d'assurer un suivi psychiatrique pour la personne âgée à domicile. Donc, au lieu d'hospitaliser les gens dans une unité normale au sein, je dis normale, en fait, dans les lieux physiques même de l'Institut, c'est d'être capable de les suivre à domicile. Donc, on a une équipe de psychiatres, infirmiers, infirmières, travailleurs sociaux ergo, qui vont aller sur place pour soutenir la personne. C'est même en santé physique, on parle souvent que ça pourrait régler plusieurs problématiques. Tu sais, quand les gens se déplacent chez les personnes âgées ou les personnes en perte d'autonomie, ça réglerait souvent beaucoup de problèmes. Vous l'appliquez déjà? Là, oui, parce qu'on sait bien que si une personne âgée se rend à l'urgence, chaque journée, puis souvent dans le milieu de l'urgence, donc il y a toutes sortes d'autres types de problématiques. Souvent, les gens sont alités, et qu'à chaque journée qu'une personne âgée passe à l'urgence ou alitée dans les hôpitaux, je dirais normaux, là, il y a un déconditionnement rapide qui se fait, qu'on voit moins chez la clientèle adulte, mais qu'on voit beaucoup chez la personne âgée. Donc, chaque journée passée à l'été dans un hôpital, c'est une perte d'autonomie qui est associée. Puis la réadaptation est beaucoup plus complexe. Compte tenu du vieillissement, la masse musculaire est moins là et tout ça. Donc, c'est sûr que si on peut intercepter les gens dès l'urgence ou même en amont de l'urgence, donc avant l'urgence, puis être capable d'offrir les services, mais on épargne tout ce risque de déconditionnement qu'on appelle, qui est bien documenté au niveau de la recherche aussi. D'après toi, Luc, est-ce qu'il y a assez de services qui s'adressent aux personnes en perte d'autonomie ou quand on parle de santé mentale? Parce qu'il y a des services pour la majorité, mettons, de la population générale, là, des gens entre 18 et 60 quelques années, là, mais est-ce que chez les plus vieux ou chez les gens? La question se pose parce qu'on sait que la population vieillit en général, donc c'est sûr que on essaie de projeter avec le vieillissement des populations le besoin du niveau de service requis compte tenu de... Puis le défi, c'est peut-être pas en tant de volume de services, mais d'avoir les bons services au bon moment.
Et c'est sûr que plus on investit dans la prévention, mais dans le dépistage précoce, mieux on peut arrimer les services autour. Ouais. Fait que c'est sûr que les besoins de la santé sont illimités. Mais je pense qu'on est capable, avec les services qu'on a en ce moment, de répondre aux besoins de la population dans la mesure qu'on gère bien, qu'on est assez proche, je dirais, de la population pour dépister et d'assurer les suivis le plus rapidement possible. Oui, à ta connaissance, est-ce qu'il y a des approches ailleurs dans le monde? Tu sais, souvent, on s'inspire, les gens du monde s'inspirent de nous, puis des fois, nous, on s'inspire des gens, mais on dit souvent certains pays sont en avance au niveau des... Est-ce qu'il y en a dans l'Angleterre, les pays scandinaves sont toujours cités, là. Bien qu'en Angleterre, ça va moins bien. Ouais. Mais notre projet d'hôpital à domicile pour la clientèle de la gérontopsychiatrie est inspiré des modèles. Puis en France aussi, qui sont très axés plus au niveau de la santé physique, d'avoir des équipes médicales à domicile aussi. Ouais. On n'invente rien, en fait. Mais de pouvoir l'organiser, c'est quand même des défis au Québec, là, avec les hivers qu'on a ou la température qu'on peut avoir aussi. Un des défis, ça doit être aussi que la personne, on peut avoir des problèmes de santé mentale, mais si elle est hospitalisée pour des problèmes de santé physique, donc peut-être le suivi est moins facile à faire, elle n'est plus dans son environnement. Donc, ça, la personne âgée nous pousse à avoir une approche de santé globale. Je ne peux pas juste décortiquer un symptôme de santé physique parce que la prévalence de l'interaction des différentes problèmes de santé physique, mentale, cognitif, les interactions avec les médicaments aussi. On sait que la personne âgée prend beaucoup de médicaments. Fait que je peux plus approcher la personne en spécialité en traitant un symptôme, mais il faut beaucoup plus avoir une approche globale de la santé. Il faut peut-être faire une approche plus rapide d'une certaine façon parce que le délai que tu as quand quelqu'un est un peu plus jeune, tu as peut-être un peu plus de temps pour installer un système, quelque chose. Là, il y a comme une urgence, entre guillemets. Oui, parce que, comme je disais tantôt, l'état de santé peut se dégrader rapidement. Ouais. Puis si on veut éviter les urgences, il faut travailler en amont puis être capable rapidement de soutenir les familles, les proches aussi, parce qu'ils ont un rôle important. Oui, c'est sûr qu'ils sont sollicités définitivement. Comment on peut faire pour en savoir plus sur la question? Est-ce qu'il y a des références que tu peux nous donner sur un peu l'approche au niveau des personnes en perte d'autonomie ou si les gens veulent lire des choses sur le sujet? Sûr que sur le site même du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, mais qu'on peut retrouver dans les autres CIUS aussi maintenant, là, il y a beaucoup de documentation qui sont là. Sinon, c'est sûr que pour la problématique est beaucoup en demande, c'est toute la problématique d'Alzheimer. On réfère les gens surtout à la Société d'Alzheimer. Ils ont un très beau site explicatif. Mais sinon, sur les sites des CIUS maintenant, ou sinon à la santé publique aussi. En termes de prévention, aussi, on peut chercher de ce côté-là. En terminant, l'Alzheimer, c'est considéré comme une maladie physique ou mentale ou un peu des deux? Dégénératif, ça veut dire que c'est plus le cerveau qui se dégrade. C'est plus une maladie physique, c'est particulier parce que on retrouve les symptômes qu'on va retrouver en santé mentale, mais c'est vraiment la détérioration des cellules neuronales qui amène la maladie. Parce que certains comportements ou certaines façons de faire vont ressembler à des problématiques de santé mentale plus traditionnelles, si on veut. Mais Alzheimer, le propre, c'est vraiment la perte de mémoire à court terme. Ça veut dire des gens qui ont de la difficulté à s'organiser dans le temps, de savoir en quelle année on est, quelle journée on est, qu'est-ce qu'on a fait ce matin et tout ça. C'est vraiment ça que c'est. C'est une autre problématique. Mais c'est intéressant de t'avoir reçu, Luc. Je te souhaite bonne continuité. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, ton sujet, gaucher et droitier. Oui. Pourquoi gaucher et droitier? C'est quoi le rapport avec la santé mentale? On est tous soit gauchers ou droitiers. Oui, ça part dans le cerveau, en fait. Hein, le cerveau est divisé en deux hémisphères. Mais je trouve que c'est un point intéressant parce que les gauchers, à travers l'histoire, ont souvent été... comment je pourrais stigmatisé. dire? Oui, stigmatisé. On va servir le mot. Là. Il y a des gens qui étaient forcés de changer, par exemple. Oui, parce que longtemps,
les gauchers, on pensait que ceux qui étaient gauchers étaient possédés par le diable, ou en tout cas, c'était associé avec le diable et avec l'enfer. Alors, on forçait les jeunes étudiants en particulier à utiliser la main droite pour écrire. Mais encore récemment, ça se faisait peut-être il y a 50 ans ici au Québec. Ils sont devenus ambidex à ce moment-là. Des personnes âgées qui ont reçu des coups de règle sur les doigts. Il y en a sûrement qui nous écoutent de ces gens-là dans le moment. Alors, si je regarde, par exemple, il y a un article que j'ai trouvé sur Internet, sur le site médecineensanté.com. On nous dit, on commence l'article en disant, alors, question bête, qu'est-ce qu'un gaucher? Ils sont 13% de la population en passant. La réponse générale, c'est un gaucher, c'est quelqu'un qui écrit de la main gauche. Mais d'un point de vue scientifique, ce n'est pas si simple que ça. On devrait considérer comme gaucher une personne dont l'ensemble de la motricité serait meilleur avec les organes moteurs ou sensoriels gauche. La personne serait donc plus habile de la main gauche, mais aussi du pied gauche et plus généralement de tout le côté gauche, c'est-à-dire l'œil et l'oreille compris. En pratique, cela ne doit pas être rare, mais il existe beaucoup de personnes qui ne sont pas totalement gauchers ou totalement droitiers. On parlera donc de gaucher prédominant et de droitier prédominant. Tu vois, comme moi, je suis droitier, mais je sais que mon œil dominant, c'est l'œil gauche. Ah oui, OK. Et quand je joue à des sports où on doit tenir un bâton, je suis gaucher. Au golf, par exemple. À cause que ton œil est plus... Ça, je ne le sais pas, mais je joue gaucher au golf, au baseball. Je frappe de la gauche. Moi aussi. Et moi, c'est l'inverse. En fait, je suis droitier. Je suis gaucher au hockey, mais tous les autres sports, je suis droitier. C'est spécial. C'est un autre cas. C'est un peu... c'est difficile à comprendre. Ouais. On nous dit que quand on compare l'anatomie d'un cerveau de gaucher prédominant avec celui d'un cerveau de droitier prédominant, on constate comme principale différence un volume accru du corps calleux chez les gauchers. Le corps calleux est la partie qui fait le pont entre les deux hémisphères cérébraux. Dans le corps calleux passent toutes les connexions interhémisphériques. La densité des échanges est donc plus importante chez les gauchers que chez les droitiers. Maintenant, dans un autre article intitulé « Ces gauchers contrariés par la culture et la religion », on nous dit « Nombreux sont les témoignages de gauchers qui se sont vus empêchés dans l'enfance de se servir spontanément de leur main gauche. Ils racontent les punitions des professeurs et les méthodes d'autrefois pour entraver ou sanctionner la main de délit. Une discipline de notre âge qui n'est pas restée sans conséquences. Certains se décrivent comme des handicapés manuels, mauvais en écriture et en dessin. Pourquoi tant de haine contre les gauchers? Depuis l'Antiquité, leur différence est chargée d'une symbolique lourde. Alors que la droite représente la rectitude, la vertu et le bien, la gauche incarne l'inverse. L'adjectif « gauche » a d'ailleurs remplacé l'ancien français senestre, issu du latin sinister, qui a donné le mot sinistre, c'est-à-dire de mauvais augure, de funeste présage. De là à considérer la main gauche comme la main du diable, il n'y a qu'un pas. On nous dit plus loin, fort heureusement, les gauchers ne sont plus contrariés dans la plupart des écoles en Occident. À la fin des années 1990, une étude a observé une évolution de l'usage de la main gauche pour l'écriture chez les adultes en France. Le même phénomène a été observé au Brésil et en Italie. Ces données témoignent d'un changement d'attitude de l'éducation face aux gauchers au cours de la seconde moitié du 20e siècle. Donc, c'est assez récent. Oui, c'est pas encore, je pense, moitié-moitié non plus. Non. Je me suis toujours dit que c'est de notre façon d'écrire, nous, c'est de gauche à droite. Ça, c'est bien pour un droitier, mais les Arabes, c'est de droite à gauche. Alors, eux, c'est bien d'être gaucher quand ils écrivent l'arabe. Oui, parce que les gauchers, ici en Occident, qui écrivent, ils doivent se contorsionner la main un peu pour voir ce qu'ils écrivent. Ce qu'ils écrivent et pas passer par-dessus avec leurs mains pour cacher ou... Exactement. Ouais. On nous dit plus loin, par comparaison, en 1983, au Japon, seul 0,7% de la population se servait de sa main gauche pour écrire et 1,7% pour manger. Preuve que la pression culturelle qui s'exerce sur les gauchers à travers le monde est toujours une réalité. Léonard de Vinci, David Bowie ou encore Barack Obama, 3 gauchers au parcours hors du commun. Tous les gauchers ont-ils réellement un truc en plus? Les études montrent que les gauchers pourraient être avantagés face aux droitiers.
Quand il s'agit, par exemple, d'exécuter une tâche qui demande une coordination entre les deux mains, les gauchers sont en moyenne plus performants que les droitiers. Peut-être parce qu'ils vivent dans un monde de droitiers, les gauchers sont moins fortement latéralisés au niveau du cerveau. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que les gauchers bénéficient de meilleurs transferts d'informations entre les deux hémisphères du cerveau, ce qui leur permettrait de mieux coordonner leurs mouvements des deux mains. Une théorie controversée dans la communauté scientifique. Autre point, les gauchers seraient plus créatifs. C'est en tout cas ce que révèle une étude publiée en 1981. 14 ans plus tard, une autre étude affirmait que la corrélation entre créativité et gaucherie était plus importante chez les hommes. Maintenant, les gauchers sont-ils plus intelligents? Selon une étude publiée en 1980, on trouve plus de gauchers chez les enfants surdoués, c'est-à-dire un quotient intellectuel supérieur à 131, que chez les autres enfants. En 2008, Charlotte Fourie de l'Institut des sciences de Montpellier et ses collègues écrivaient que la gaucherie était plus fréquente dans les populations avec des scores très hauts. Mais je poursuivrai un peu plus tard dans l'émission. Oui, intéressant. Puis tu disais que 13% des gens gauchers à peu près oui. C'est quand même une plus... C'est mondial. Hein? Oui, assez petite partie de la population. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci, Ghislain. On poursuivra effectivement un peu plus tard à l'émission. Demeurez des nôtres à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nous accueillons Catherine Lachance qui nous présente une recherche des corridors vers l'exclusion dans les services de première ligne en santé mentale. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet gaucher et droitier. Vous entendrez aussi en chanson Montréal XO de Laurence Nerbonne et Le citoyen mécontent de Pierre Fournier. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis maintenant 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Lachance. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour, bienvenue encore une fois à Folie douce. Tu es devenue une habituée de notre studio et de notre équipe. Effectivement, c'est toujours un plaisir. Oui, tu viens cette fois-ci avec le chapeau de membre du comité détresse psychologique Rosemont. Qu'on va apprendre à connaître et on va parler aussi d'une étude qui a été publié, en fait, puis qui a été travaillé pendant plusieurs années. Donc, j'aimerais savoir d'abord ce que c'est le comité de détresse psychologique Rosemont dont tu fais partie. Ça permet à plusieurs intervenants du milieu de la santé mentale de se regrouper ensemble pour se donner du support les uns les autres. Ça a été par l'initiative d'une organisatrice communautaire, Joanne Laforche, au CLSC Rosemont. C'est un comité qui existe depuis près de 30 ans. Oui. Les membres changent au fil des années, mais il y a quand même toujours un noyau de gens là, qui demeurent.
parce que c'est important que les intervenants puissent se regrouper puis s'apporter du support les uns les autres. Vous avez, j'imagine, des réunions assez régulières avec tous les intervenants dans la région de Rosemont? Oui, c'est ça. Là, c'est une façon, c'est à peu près aux 2 mois, puis ça permet aux gens de se faire de connaître le réseau, de se donner des trucs les uns les autres sur comment s'y prendre, comment des fois arriver à trouver des issues dans des situations qui nous semblent sans issue quand on est tout seul à travailler tout seul de notre côté. La force du regroupement, c'est toujours bon, surtout dans les organismes, et de savoir un peu, de ne pas être dans son petit coin puis de ne pas savoir ce qui se passe alentour, d'avoir vraiment une connexion avec les autres. Là, oui, ça? Effectivement, ça l'a permis souvent d'être en contact avec des gens, que ce soit même, il y a la police communautaire qui vient également qui est présente dans notre comité. Ça peut être des intervenants qui travaillent auprès des HLM, d'autres personnes qui sont plus intégrées directement dans le réseau de la santé. Mais chacun avec des positions assez différentes quand même, des réalités différentes. Et c'est de ce comité-là que l'idée est venue, j'imagine, de créer de mener en fait une recherche, c'est ça? En fait, c'est Dina White, qui est une chercheuse avec le Arima, qui est venu à nous pour nous demander si on voulait participer à cette étude-là, puisque on pouvait être... le fait de la diversité des membres permettait d'avoir une meilleure vision un peu de tout comment peut se passer le cheminement dans le réseau des gens. Et l'étude s'intitule un peu, des corridors vers l'exclusion dans les services de première ligne en santé mentale. C'est un peu ça, là. Donc, c'était ça le but, c'était un peu ça le thème là, de l'étude. En fait... je pense qu'au départ, on voyait pas nécessairement que les corridors étaient vers l'exclusion. Dina, elle voulait voir un peu comment se passait le parcours des gens lorsqu'ils demandaient des services. Vous voyez qu'elle avait constaté qu'il pouvait y avoir des problèmes, que souvent les gens n'arrivaient pas, puis de comprendre pourquoi que souvent les gens se retrouvaient sans service, malgré que on sait qu'avec le programme, le plan d'action en santé mentale, ils ont cherché à améliorer les services en faisant des... meilleur réseau interorganisationnel, intersectoriel, en mettant en place tout le service, le guichet d'accès unique. C'est ça. Mais on se demande toujours, tout ça sur papier, c'est beau, mais au bout de la ligne, elle, dans le fond, voulait valider pourquoi. Y a-t-il un manque? Est-ce que ça casse quelque part? Est-ce que c'est un peu ça, c'est de suivre le cheminement puis voir pourquoi ça... Au bout de la ligne, il y a des gens qui ne reçoivent pas de service. Exactement. Puis c'est vrai, puis c'est dommage parce que il y a de l'argent, il y a un réseau, tout ça, mais il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est ça. Puis c'est ça qu'elle a découvert. Elle a suivi 5 personnes. C'est une recherche qui s'est faite sur plusieurs années, environ 5 ans, je crois. Puis c'était des personnes qui, justement, étaient suivies par des intervenants qui faisaient partie du comité, puis qu'après, elle a rencontré aussi, ils ont rencontré ces personnes-là. Puis ils ont fait comme ce qu'on appelle, ils ont été par une approche parcours réseau, où est-ce qu'on suit vraiment le parcours de chacune de ces personnes-là, puis de voir quand est-ce qu'il arrive un point de rupture, une impasse dans le... Avec 5 personnes, ça permettait d'avoir un suivi sur plusieurs années, de vraiment préciser, de dire des vraies personnes, des vrais cas, des gens qui rencontrent des embûches et des choses comme ça. Donc, c'est de suivre ces personnes-là. Mais est-ce qu'il y a eu des difficultés à mener à bien cette étude? Parce que les résultats ont été publiés, mais pendant ces années-là, est-ce qu'il y a eu quand même des embûches? Est-ce qu'il y a eu des choses qu'elle a dû surmonter pour créer ça? Je ne saurais pas vous dire à ce niveau-là. Nous, dans le comité, on voyait toujours quand même que ça l'avançait assez bien. Je pense que c'est en même temps tout le processus d'une recherche qui doit se faire avec rigueur, puis beaucoup d'entrevues et de prendre le temps là, d'opérer pour que tout ça soit bien validé.
C'est du qualitatif, parce que c'est ça, c'est pas du quantitatif. On n'a pas beaucoup de candidats, mais on les suit en profondeur. Exactement. C'est ça. Là. Exactement. Puis on a été quand même, nous, assez surpris. Ça nous a appris beaucoup quand on a vu les résultats de la recherche. On a ça l'a permis aux intervenants de voir que le sentiment d'impuissance, des fois, qu'on peut avoir devant des situations, que des fois, on est porté à penser que c'est nous qui n'avons pas les bonnes clés ou on ne sait pas de quelle façon bien accompagner ou il y a quelque chose qui nous manque. De se rendre compte que non, au fond, c'est tout un réseau, un système de la façon dont il est constitué qui fait en sorte qu'il y a des gens qui se retrouvent comme ça là, à ne pas recevoir des services. Et qu'est-ce qui t'a peut-être sauté aux yeux? Qu'est-ce qui est ressorti pour le comité, justement, dans les conclusions? Est-ce qu'on a pu mettre le doigt sur des problématiques? Tout à fait. On a vraiment... on voyait le parcours sous forme un peu d'une toile d'araignée, justement, où on voyait que la personne, toutes les tentatives, parce que souvent, les gens qui ont besoin d'aide vont aller chercher de l'aide. Ils vont aller vers différents services, qu'on peut dire services dans la communauté, des services de première ligne, deuxième ligne. Et comment toutes ces tentatives-là finissent par des cul-de-sac. Et que la personne a comme fait... C'est pas parce qu'elle veut pas aller chercher de l'aide, mais qu'il y a toujours des situations qui fait que tout d'un coup, il y a un point de rupture qui arrive. Donc, les idées un peu de la chercheuse au départ, de dire il y a sûrement des points qui coupent quelque part, c'était vrai. Dans le fond, c'est venu valider que sur papier, le plan, c'est bien beau, mais dans les faits, ça ne fonctionne pas toujours. Oui, puis je pense qu'une des conclusions, des grandes conclusions qu'elle a amenées aussi, c'est qu'il existe vraiment un mur. On a beau, le plan d'action a beau avoir... voulu unifier un peu tous la chaîne de services, là, de première, deuxième, troisième ligne. On parle de corridors de services, mais qu'il y a vraiment un mur avec la communauté, avec... Entre chaque service, quoi? Non, plutôt avec quand on parle le milieu de vie de la personne, la famille, les voisins, le service de police, les intervenants qui travaillent directement dans les milieux de vie. Souvent, pour eux, c'est difficile d'avoir accès aux services après, de rentrer dans la chaîne de services. Donc, ça ne permet pas justement d'aider la personne qui a des problèmes. C'est un peu ça. Dans le fond, la personne n'a pas les intervenants. Dans un monde idéal, il faudrait qu'une personne aurait plein de gens prêts à l'aider, là. Exactement, c'est ça. C'est que souvent, les services sont très spécialisés, mais souvent ne font pas le lien avec le milieu de vie. Et les gens qui sont dans le milieu de vie ne sont pas souvent se retrouvent tout seuls avec le problème, finalement. Puis, parce qu'il y a tous les facteurs. Ils ont ressorti 5 facteurs d'exclusion, là. C'est bien de les savoir, Oui, c'est ça que, bon, d'une part, il y a souvent les protocoles, les fonctionnements dans le système. La personne peut avoir de la difficulté à respecter ses rendez-vous. Et à partir du moment où elle ne respecte pas les rendez-vous, on peut lui faire une fin de service. Souvent aussi, les services sont de trop courte durée. La personne aura encore besoin d'aide, mais après quelques mois, il est dit que le service doit se terminer. Ça peut être aussi les roulements de personnel, un changement de personnel. On sait qu'il y a beaucoup de changements là, dans le milieu de travail. Donc, la même personne, c'est une nouvelle personne. Le lien ne se fait pas, le lien de confiance et tout ça. Que ça, c'est un des facteurs. Il y a également aussi, si la personne a des comportements agressifs, violents, violence verbale ou tout ça, ben ça va être souvent un facteur d'exclusion. Mais c'est comme si on oubliait que parfois, la personne elle a de la difficulté à gérer son monde émotif, ses émotions, et elle a besoin d'aide pour apprendre à gérer ça. Mais souvent, ça va être un des facteurs d'exclusion. Les règles de confidentialité également permettent pas des fois ce qui est, je pense, c'est important d'avoir les règles de confidentialité, mais souvent
ça fait en sorte qu'on n'a pas un portrait global de la personne, est très partiel parce qu'on n'est pas en contact avec son milieu de vie, avec les gens qui la connaissent. Alors, autrement, il faudrait avoir moins de confidentialité pour le bien-être de la personne, d'une certaine façon. Ou là. trouver des façons de permettre d'avoir des autorisations pour faire signer des autorisations à la personne et chercher à rentrer en contact avec les gens de son milieu, avec l'autorisation de la personne, mais ne pas utiliser cette règle de confidentialité pour se couper du milieu de vie. Donc, on se rend compte finalement que la santé mentale devrait être complètement devrait avoir complètement une autre approche que la santé physique. C'est ça qui nuit. C'est ça les conclusions. Dans le fond, ça nuit au système. Malgré les bonnes volontés, ça prend une nouvelle façon d'intervenir, une nouvelle façon de faire. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas retirer la personne de son milieu de vie, de sa communauté. On ne peut pas l'avoir comme complètement autonome, capable de c'est tout le temps directement en lien avec son environnement, c'est d'avoir une approche peut-être plus systémique et que c'est pas seulement une opération de service en chaîne continue. Puis c'est ça qu'on se rend compte, c'est que finalement, on a voulu penser ouvrir des portes d'entrée aux gens, mais il y a beaucoup de portes de sortie. Et les gens... Et on est dans un système un peu justement de ligne droite, de corridor, quand en fait, on serait mieux... On se devrait d'être plus dans un système circulaire où tout le monde peut se parler et travailler ensemble. Penses-tu, on a quelques secondes encore, penses-tu que les résultats de cette étude-là vont pouvoir peut-être faire réfléchir les dirigeants au ministère de la Santé ou on en demande peut-être beaucoup? Des fois, on sait qu'il y a des rapports qui dorment sur certaines tablettes, mais je trouve que ça a du bon sens. C'est une façon différente de voir les choses, changer complètement notre façon de voir. Tout à fait. C'est sûr que c'est ce qu'on souhaiterait. En premier lieu, nous, ce qu'on aimerait, c'est déjà aller dans les milieux de travail, les gens qui se sentent concernés, interpellés par cette difficulté-là, et cette réalité-là actuelle, puis de réfléchir ensemble, de parler ensemble, de prendre conscience. Déjà, de prendre conscience qu'il y a un problème, que c'est pas vrai que tout va pour le mieux parce qu'on a mis en place un système de... Mais déjà, tu nous apprends quelque chose. Moi, je trouve ça intéressant. C'est rafraîchissant d'entendre ça parce que je trouve que ça nous donne complètement une autre façon de voir les choses. Mais on doit terminer. Catherine, c'est fort intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus, lire sur la question, est-ce qu'ils peuvent trouver ça assez facilement, je pense, sur le web, les conclusions? Oui, en allant voir le centre de recherche ARIMA. Possibilité... On tape centre de recherche ARIMA, puis peut-être le nom de l'étude, là, justement, qu'on parlait de... Oui, c'est ça, des corridors vers l'exclusion. C'est Dina White, qui est la chercheuse. Il y aurait possibilité aussi de contacter Joanne Laforge pour avoir une présentation. Oui, c'est ça. Dans un milieu de travail, s'il y a des gens qui aimeraient avoir une présentation. On peut donner juste peut-être le numéro de téléphone 514-524-3544. Dans le cas de Joanne Laforge, c'est au poste 23150. On pourra peut-être le rappeler à la fin de l'émission, si tu veux. Mais je te remercie d'avoir été là et puis bonne continuité. C'est intéressant le comité. Donc, merci beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci. Nous aussi. Bye-bye. Bye-bye. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. De retour au micro avec notre bloc Espresso allongé. Pierre Laporte, toujours ici. Toujours vivant. Toujours vivant aussi. Et tu n'as pas changé encore, tu es toujours droitier, toujours droitier dans l'écriture. Parce qu'on parle des gauchers, des droitiers, il y a un rapport avec le cerveau. Donc, Je vais poursuivre ma lecture de l'article qui s'appelle « Ces gauchers contrariés par la culture et la religion ». C'est sur le site www.passeportsanté.com. C'est assez intéressant. Je n'aurai pas le temps de tout lire, là, mais en tout cas, je poursuis. J'étais rendu au point où on pose la question, sont-ils plus doués en musique et en mathématiques? Là, je parle des gauchers. Eh bien, on nous dit plusieurs études ont considéré que les gauchers pourraient avoir des talents spécifiques comme une prédisposition à la musique ou aux mathématiques plus marquée que les droitiers. Une hypothèse consiste à dire que c'est la contribution plus importante de l'hémisphère droit du cerveau chez les gauchers qui favorise ces habiletés. Maintenant, pourquoi les gauchers sont-ils meilleurs en sport? Il y a un domaine où l'on trouve
plus de gauchers qu'ailleurs dans le sport. Dans des disciplines comme le tennis, le baseball ou encore l'escrime, il n'est pas rare de voir un gaucher monter sur le podium. Quel est le secret de leur réussite? Moi, c'est quelque chose qui m'avait échappé. Oui, je n'étais pas au courant non plus. C'est ce qu'on nous dit. Ouais. Il y a juste le golf qui n'a pas beaucoup de gauchers. Ça, je ne savais pas. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Mais l'explication du succès des gauchers, on nous dit, l'explication est toute simple. Étant donné que les droitiers sont plus nombreux dans la population, je l'ai dit tantôt, environ 13%, sportif, 13% sont gauchers. Alors, un sportif aura plus de chances d'être confronté à un adversaire droitier que l'inverse et d'être déstabilisé par ses gestes. Et au contraire, les gauchers connaissent sur le bout des doigts le jeu des droitiers puisqu'ils sont habitués à en avoir en face d'eux. Alors, l'effet de surprise est total. Oui, comme au tennis, la balle longue ne rentre pas de la même manière qu'un droitier. Oui, tu vois, c'est toutes des choses. Moi, je ne suis pas expert en tennis, là, mais oui, c'est toutes des choses qui rentrent en ligne de compte. Pour Violaine Lorenz de l'Institut des sciences de Montpellier et ses collègues, cet avantage stratégique au cours des combats pourrait expliquer pourquoi les gauchers semblent avoir toujours existé dans l'histoire de l'humanité. On nous dit que cet avantage stratégique apporterait un bénéfice direct en termes de survie pendant les combats ou des bénéfices indirects à travers l'acquisition d'un statut social plus élevé, facilitant l'accès aux partenaires. C'est toutes des choses que j'aurais jamais imaginées. Je ne sais pas s'il y a un effet aussi de rébellion. Il y en a qui ont l'instinct de rebelle, puis tu décides que tu deviens gaucher ou pas. Je peux pas certifier ou garantir. Non, on ne peut pas décider de quel côté on est né comme ça. Oui, on vit au monde comme ça. Ensuite, on nous dit que les gauchers pourraient davantage souffrir de troubles mentaux. Selon une étude publiée dans le Wall Street Journal, être gaucher augmenterait le risque de développer des problèmes comportementaux. Effectivement, 20% des personnes gauchères sont schizophrènes ou dyslexiques, alors que les schizophrènes, habituellement, c'est 2% dans la population en général. Ouais. Ce phénomène est dû à une asymétrie cérébrale qui indique l'implication inégale des deux hémisphères du cerveau dans les fonctions mentales. Selon Pierre-Michel Bertrand, auteur et chercheur sur les personnes gauchères, les parents qui élèvent des enfants gauchers sont plus inquiets que les autres et certains obligent même leurs enfants à écrire de la main droite, même aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui. Et on nous dit que les gauchers gagnent moins bien leur vie que les droitiers. Oui, chers gauchers, il y a malheureusement quelques avantages à être droitier. Une étude publiée dans le Journal of Economics montre que les gauchers gagnent en moyenne 11% de revenus de moins que les personnes droitières. Une personne qui pourrait aisément balayer du revers de la main Bill Gates, l'homme le plus riche du monde qui est gaucher. Qui est gaucher, oui. C'est un peu étrange que tu n'engages pas quelqu'un à cause de sa main prédominante aussi. On nous dit aussi que les gauchers sont plus épanouis sexuellement. Une bonne nouvelle tout de même. Selon une étude, une marque de produits et d'accessoires intimes sur 25 000 personnes interrogées, 86% des gauchers annoncent qu'ils sont très satisfaits de leur rapport sexuel en général, contre seulement 15% chez les droitiers. On nous dit aussi que les gauchers sont moins centenaires que les droitiers. À la fin des années 80, 2 études sont publiées dans les revues Nature et New England Journal of Medicine. Les chercheurs avancent alors que les droitiers vivent en moyenne 9 ans de plus que les gauchers. Parce que les gauchers ont plus de chances de mourir, par exemple, dans un accident de voiture, parce que le bras de vitesse n'est pas du bon côté. Tu sais, en fait, c'est plein d'outils comme ça qui sont pensés pour les droitiers. Intéressant. Merci beaucoup, Ghislain. Merci Pierre pour le sujet. Donc, merci de me aider nôtre à Folie Douce. Folie Douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. En terminant ce rendez-vous de Folie Douce, on y va avec la nomenclature des chansons. Oui, bien sûr. Ghislain Malo ici présent. Donc, on a écouté en début d'émission Family Situation. De DJ Champion. On a écouté Capitaine Martel. De Gaétan et Sian. Oui, dans la deuxième demi, on a pu entendre Montréal XO. Oui, de Laurence Nerbonne. Et à l'instant, Le Citoyen Mécontent. De Pierre Fournier. Voilà, merci beaucoup pour ton choix musical que tu fais en collaboration avec Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue.
Merci également pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où tu nous as parlé des gauchers et des droitiers. Oui, j'ai pas été trop gauche. Non, ça a été bien. On a mieux appris ce que c'était. Je remercie notre invité en début d'émission, Luc Legris, qui nous a parlé du SAPA, soutien aux personnes en perte d'autonomie. On a eu l'occasion de recevoir Catherine Lachance, qui nous a parlé d'une recherche des corridors vers l'exclusion dans les services de première ligne en santé mentale. À ce sujet-là, d'ailleurs, je veux rappeler les coordonnées pour avoir plus d'informations. Il faut contacter Joanne Laforge, qui est organisme communautaire au CLSC Rosemont. Son téléphone 514-524-3544 au poste 23150. Donc, merci beaucoup à tout le monde. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Bop